Bonjour, bienvenue dans l'antre des experts. Pendant 60 minutes, on va passer l'actu en revue, l'actu de la semaine écoulée. Alors, on va parler de climat, de grue, de Brexit, de voitures salaires. Et évidemment, on va parler de Tour de France. Et pour cela, je me suis entouré de 4 experts qui en connaissent un rayon. Pauline de Glume, la Primavera, journaliste à l'école, à l'Écho. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Yvan Vandenberg, le sprinter élégant, blogueur à Bruxelles Futur. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Vanessa Lhuillier, la petite reine chez BX1 et Le Soir. Bonjour. Bonjour. Et Hamza Belakbir, le rouleur puissant, rédacteur en chef chez Politique.be. Bonjour Jean-Jacques. Alors, dans 98 jours, le Tour de France s'élancera depuis Bruxelles, 50 ans après la victoire d'Eddy Merckx. Jeudi, un Thalys repeint en jaune pour l'occasion arrivait à Bruxelles et amenait toute l'équipe des organisateurs. Sur le quai, on y retrouve Marie-Noëlle Dinant et Yannick Van Gansbeek. Mesdames, messieurs, voici le plus grand maillot jaune de l'histoire du Tour de France. Un maillot jaune ultra rapide aux couleurs de la victoire. Ça vous rappelle quelque chose, monsieur Merckx ? Oui, bien sûr. Je pense que c'est un tout beau souvenir. Ma première victoire dans le Tour, il y a 50 ans. Ça reste ma plus belle victoire de ma carrière. Donc voilà, on est à l'honneur. Et puis surtout Bruxelles, parce que ça fait depuis 58 quand même que Bruxelles n'avait plus de départ du Tour. Jaune comme Tour de France, mais c'est ici, à Bruxelles, que le top départ sera lancé. Un peu de stress, vous dites ? Un peu la pression, hein, Benoît. On s'est dit, voilà. Donc, voilà, c'est vrai que d'abord, c'est super enthousiasmant parce que pour tout le collège, pour toute l'équipe, pour les équipes qui organisent, d'abord, on a Eddy Merckx que tout le monde aime, qui se rend disponible, qui est vraiment là avec son humilité, sa simplicité. Et c'est vrai que c'est un beau moment pour Bruxelles. Un bon moment pour Bruxelles qui se lance d'ailleurs un défi. Tout le monde en jaune pendant les 2 jours qui marqueront le départ du Tour. C'est la 2e fois de son histoire que le Tour de France s'élance depuis la capitale belge. Une étape prévue le 6 juillet, une autre le 7. C'est un train qui est le symbole des 100 ans du maillot jaune, donc du grand départ de 2019 qui se fait à Bruxelles. Parce que la ville de Bruxelles le souhaitait évidemment, parce que la Belgique le souhaitait, mais aussi largement parce que Eddy Merckx, champion belge, champion de Bruxelles, est le plus grand symbole de l'histoire du maillot jaune. 100 ans du maillot jaune, 100 jours avant le top départ, cela valait tout de même une signature 100% bruxelloise. C'est qu'il est habitué des autographes, le champion Merckx. Non, pas sur un train, non. Non. Comme quoi, il y a une première partout. Hein. Alors, Pauline de Glume, est-ce que vous aussi, vous serez en jaune au moment du Tour de France ? Alors si c'est le cas, sera le hasard. Parce que non, je vois qu'on a déjà on a eu un square Eddy Merckx, la fête pour les 100 jours avant, un Thalys aux couleurs jaunes. Donc ça risque de bien nous occuper pendant les 100 jours à venir. Mais moi, ça me touche, c'est vrai, assez peu. Pour moi, le Tour de France, c'est des souvenirs d'enfance. Quand ma famille regardait ça l'été, je trouvais que c'était d'un ennui, je trouvais ça incroyablement long, j'avais l'impression que ça n'en finissait pas. Et donc je ne suis pas du tout sensible à ce sport, tant mieux pour Bruxelles si ça nous permet de rayonner d'une manière ou d'une autre. De rayonner, je crois que c'est le bon terme. Et Yvan Vandenberg, qu'en pensez-vous ? Moi, quand on parle de vélo, je suis toujours content parce qu'il faut plus de vélos à Bruxelles. Pour le reste, le Tour de France, ce n'est pas vraiment ma tasse de thé. Mais, première chose positive, depuis hier, la place de Beaucaire est enfin terminée. Est en chantier depuis 2 ans. Et là, tout d'un coup, il y avait plein d'ouvriers et on a une place qui est refaite. C'est déjà ça. Et vous, Vanessa Lhuillier, ce sera bon pour le tourisme quand même, ça ? Oui, je dois avouer qu'aussi la course cycliste, c'était pas trop mon truc, mais au niveau touristique, on peut pas nier que c'est quand même un super événement. On voit aujourd'hui qu'il y a déjà quand même quasiment tous les hôtels sont pleins pour ces 2 dates. Il y a une augmentation évidemment des prix, on attend des milliers de personnes. Enfin, économiquement, c'est une super opportunité. Et ça sera bon pour Bruxelles et ça fera rayonner Bruxelles justement aussi et éventuellement donner envie aux gens de revenir, j'espère, et donc faire marcher après l'économie plus tard. Et vous, Hamza Belakbir, est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde que les autres ? Je pense que l'argument économique tient complètement la route. Maintenant, il faut voir dans quelles conditions ça se fera. Maintenant, pour l'anecdote, quand un truc jaune arrive de France, j'espère que les gilets jaunes vont suivre ou vont pas suivre, parce que ça peut, entre guillemets, être... comment dire, une occasion, entre guillemets, pour que cette ébullition sociale jaune apparaisse chez nous aussi. Ce ne sera pas le même genre d'ébullition, mais on va en parler avec nos invités politiques.
Alors nous avons aujourd'hui Julien Uttendal, qui est député bruxellois PS et qui sera 10e sur la liste PS à la région. Et à ses côtés Mathilde Elbakri, députée bruxelloise PTB, conseillère communale à Bruxelles et qui sera 8e sur la liste fédérale. Pousseuse de liste carrément. Ah oui, oui. c'est la même chose. Hein. Ah, 8e. Oui. Oui. Voilà, vous m'apprenez quelque chose. Vous ne serez pas plus nombreux au PTB que dans les autres partis, en tout cas. Voilà. Alors, d'abord, parlons du Tour de France. Après, on parlera des aspects peut-être plus politiques des choses. Julien Uttendal, c'est une bonne nouvelle pour Bruxelles. Est-ce que ça valait la peine de dépenser des sommes importantes pour attirer le Tour de France ? Je crois qu'il ne faut pas oublier d'où on vient. On a en effet vécu des événements assez tragiques ces dernières années, le musée juif, le lockdown, les attentats de Bruxelles, le bashing qui a eu lieu. Et donc le fait de pouvoir organiser un événement au niveau international et montrer qu'on en est capable, qu'on est capable d'accueillir un tel événement, c'est évidemment une bonne nouvelle. Et puis de manière historique, évidemment, c'est aussi un beau message que l'on veut porter pour un sport qui est populaire. On ne doit pas payer des billets pour aller dans un stade à 100 €. C'est un sport qui est accessible à tout le monde et donc tous les Bruxellois pourront aussi en profiter. Donc je pense que c'est en effet une bonne nouvelle. Et puis pour les nuitées d'hôtel également. Est-ce que vous partagez l'enthousiasme de votre voisin, Mathilde Elbakri ? Moi, je suis enthousiaste, oui. Et je disais tantôt en coulisses que moi-même, j'ai plusieurs fois fait une étape du Tour de France, le Mont Ventoux, à vélo. Et donc, oui, il y a quelque chose d'excitant. C'est du sérieux, ça. C'est du sérieux. Il y a quelque chose il y a quelque chose de sublime aussi dans cet effort-là, dans le dépassement de soi. Je pense que c'est un sport qui est extrêmement populaire et je pense surtout que ça doit nous donner une opportunité en fait pour Bruxelles. Premièrement, moi, la première chose à laquelle je pense, c'est de profiter de ça pour investir aussi dans le sport pour tous. Donc, on manque d'infrastructures à Bruxelles, d'infrastructures accessibles, de vraiment refinancer, revaloriser aussi les statuts des coachs sportifs, des profs, etc., de revaloriser le sport à l'école. Parce qu'on le sait, le sport de haut niveau, ça donne envie aux gens de faire du sport. Et donc, on devrait en profiter. Et alors, deuxièmement, en tant que cycliste, moi, de tous les jours, voilà, avec la majorité PS écolo à Bruxelles, j'espère aussi que ça sera surtout l'occasion de sécuriser nos pistes cyclables. On en a bien besoin. Il y a des jours où, sérieusement, je risque presque ma vie à Bruxelles. Et alors, ce qui est beau aussi dans le cyclisme, c'est que c'est un peu un sport mixte. C'est un sport mixte, malheureusement. Pas le Tour de France, c'est-à-dire, le Tour de France pour les femmes. Le Tour de France. Les compétitions sont quand même séparées. La différence de l'équitation. Justement, profitons du fait que cet événement est ultra médiatisé. Donc en France, ça fait maintenant 4 ans qu'il y a une dizaine de sportives amatrices qui en fait commencent le Tour de France 24 heures à l'avance. Et donc là aussi, je pense que la ville de Bruxelles a un rôle à jouer pour promouvoir le sport féminin. Mais tant que vous parliez de la majorité PS écolo à Bruxelles, est-ce que vous pensez que l'idée de rénover le stade de foot pour y faire un stade multisport, de l'athlétisme et autres, c'est une bonne idée ? Je pense que c'est... Avec un peu d'argent public de la ville. Je pense que c'est une piste beaucoup plus crédible et surtout qui va, j'espère, nous sortir du fiasco. Donc c'est aussi ça, c'est qu'on a cumulé à Bruxelles des projets à haut prestige. J'espère que le Tour de France, le départ du Tour de France, ça ne sera pas juste ça, parce qu'on commence à les cumuler aussi avec Dox, Néo, le stade, le piétonnier, et donc qui est vraiment un retour sur investissement pour les gens, pour les habitants de Bruxelles. Julien Uttendal, qui doit payer pour ce stade ? Plusieurs personnes, donc c'est clair que ce n'est pas la ville ou la région toute seule qui doit supporter le coût financier. Le fédéral doit aussi prendre sa part, et puis aussi le monde du football, le monde sportif qui doit s'emparer aussi financièrement de ce projet, parce que le public ne sera pas capable de payer ça tout seul. Alors ça, c'était donc pour le Tour de France. Je crois qu'on va vraiment en manger pendant 100 jours. On aura l'occasion d'en reparler. Un autre dossier de la semaine était ce vote à la Chambre sur la loi climat sur fond de révision de l'article 7 bis de la Constitution. Vote négatif vendredi aux petites heures, mais action de désobéissance civile tout au long de la semaine, et notamment celle-ci, c'était quand plusieurs personnes d'associations ont logé aux environs du Pentagone. Ça a commencé le week-end, ça s'est terminé le mardi. Reportage Jean-Christophe Pezès et Nicolas Skenartz. C'est un camp entièrement géré par des bénévoles. Chacun s'inscrit suivant la tâche qu'il veut accomplir. Patrick, venu de la région namuroise, s'est improvisé agent d'accueil. Je pense que c'est aussi notre rôle, aussi avec l'âge que j'ai, de pouvoir
peut-être arriver à la réalisation de ce que moi j'espère depuis très longtemps, c'est-à-dire un peu un changement dans la société, peut-être à mon avis une fin de la société de consommation. Marine a délaissé ses études de médecine le temps d'une après-midi pour s'investir dans un des ateliers. Ce soir, il y a un monsieur qui vient chanter avec sa guitare et donc on a écrit les paroles pour que tout le monde puisse chanter avec lui. Donc voilà, il va chanter sur Bella Ciao et on a écrit toutes les paroles sur des cartons. Et qu'est-ce qu'elles disent ces paroles ? Comme quoi il faut commencer à agir maintenant, plus de mensonges et qu'il faut qu'on se bouge, quoi, tous ensemble. Celui que beaucoup attendent, c'est Rob Hopkins, le créateur du mouvement des villes en transition, épaté par la mobilisation en Belgique et qui adresse un message au monde politique. Ce que je dis, c'est que nous sommes à un moment crucial, une fenêtre étroite qui se referme de plus en plus. Les politiques peuvent choisir de résister, mais ils peuvent aussi se joindre au mouvement, faire l'histoire, construire un nouveau monde. Tous ces jeunes leur en seraient reconnaissants. Le mouvement a en tout cas fait bouger les lignes. Le MR a décidé de soutenir la révision de l'article 7 bis de la Constitution qui permettrait l'adoption de la loi climat. Voilà qui a un goût de victoire pour les organisateurs des manifestations. Maintenant, ce qu'on attend du MR, c'est qu'il montre son rôle de leadership dans la majorité gouvernementale. On a l'OpenVLD, le CDNV, ces deux partenaires de gouvernement qui, à ce stade-ci, ne sont pas encore d'accord. Eh bien, voyons où est le leadership dans le gouvernement. Ce mouvement continue donc à maintenir la pression. Il tiendra le siège de la place du Trône jusqu'à demain au moins. Alors c'est une pression, Hamza Belakbir, qui finalement n'a pas abouti à grand-chose, parce que finalement VLD et CDNV n'ont pas cédé. Mais vous y étiez, c'était plutôt sympa. Bien évidemment, oui, j'y étais, en effet. Je ne suis pas d'accord avec vous, Jean-Jacques, quand vous dites que ça n'a pas servi à grand-chose, parce que beaucoup de gens qui sont mobilisés, c'est une première qu'on bloque une zone neutre devant le Parlement notamment, et les gens qui étaient présents, on avait des secrétaires général de la FGTB, des gens de la CNE, Solidaris, des profs d'université. D'accord, mais quand on dit qu'on va voter une loi et que la loi n'est pas votée, on ne peut pas dire que ce soit une grande victoire. Premièrement, je pense que c'est une grande victoire pour la mobilisation, comme quoi ça paie. C'est qu'on a su faire balancer le MR comme grand parti de la majorité. Maintenant, je pense que la loi en tant que telle, il ne faut pas se leurrer non plus, elle n'était pas si contraignante que cela, mais ça allait être, entre guillemets, une première brique, entre guillemets, dans ce qu'on pourrait construire comme politique environnementale ambitieuse au niveau de la Belgique. Troisièmement, pour finir, je pense que l'objet de cette mobilisation, même si pour une loi, comme j'ai dit, qui n'est pas si ambitieuse que cela, c'est que les gens qui se mobilisent, c'est une potentielle réponse aux jeunes qui sortent chaque jeudi et maintenant pour manifester pour le climat, pour leur dire que sortir, se mobiliser, désobéir civilement, ça paie. On peut faire changer, on peut faire basculer les choses, et c'est un très bon signal d'espoir pour les jeunes qui... Sans violence. Et sans violence, d'autant plus dans un contexte de critique et de méfiance vis-à-vis des institutions démocratiques. Alors Julien Uttendal, parlons d'abord de la loi. Est-ce qu'il y aura quand même malgré tout une autre loi d'ici les élections, ou bien du côté du PS on dit on attend maintenant l'après 26 mai, peut-être une autre majorité? Tout d'abord, je trouve que le côté magique de la mobilisation citoyenne était à son apothéose au moment, en effet, de cette Occupy rue de la Loi, qui après a été Occupy place du Trône, où on a pu d'ailleurs se croiser. Et c'est dommage, parce que quand on lit le rapport du GIEC, il nous dit qu'il est minuit-1, pas minuit-2, et donc on avait là une opportunité fondamentale de modifier notre curseur sociétal. C'est une occasion qui est manquée, et j'ai vraiment des craintes pour l'avenir, parce que finalement, qu'est-ce qu'on va devoir faire maintenant? On va devoir négocier un accord de coopération. Et en fait, on essaie déjà d'en négocier depuis des années, et ça ne fonctionne pas avec la Flandre, a fortiori si la NVA est de nouveau le premier parti au pouvoir. Donc, Vous prévoyez qu'il n'y aura jamais de loi? Je le souhaite, mais pour ça, il faudra un autre rapport de force politique. Mais aujourd'hui, les clés, elles risquent d'être dans les mains de Bardewever, et c'est très inquiétant, vu les enjeux actuels. Oui, manifestement, Mathilde Elbakri, les clés ne sont pas du côté francophone, elles sont du côté néerlandophone aujourd'hui. Moi, je dirais que les clés, elles sont dans cette nouvelle génération qui s'est levée pour le climat. Donc, la leçon principale que je retiens, c'est qu'il y a des jeunes qui sont sortis dans la rue. On est face à une mobilisation qui a duré 12 semaines et on a déjà un nouveau rendez-vous. Donc, ce dimanche, il y a une nouvelle manifestation pour le climat. Il y a l'appel à la Global Strike le 25 mai, à la veille des élections.
Et ça, je pense que c'est le message principal, c'est qu'à un moment, nous au PTB, vous le savez, on croit énormément dans ce pouvoir démocratique-là, dans la mobilisation vraiment des gens, du terrain, de la rue. Plus que dans les élections du 26 mai. En tout cas, aujourd'hui, la situation, écoutez, pendant des années, et encore aujourd'hui, on est face à des partis traditionnels, y compris Écolo et le PS, qui font une confiance aveugle dans le marché pour régler la question climatique. On l'a vu avec la libéralisation du rail, la libéralisation du secteur d'énergie, avec le marché sur les quotas d'émissions. Donc Si on a voulu modifier la Constitution, c'était pas pour faire plaisir au marché, c'était justement pour créer des règles contraignantes pour tout le monde, que ce soit au niveau fédéral, au niveau des régions. Donc là, on n'a pas donné les clés au marché, on a donné les clés à la Constitution pour qu'on puisse avoir une vision commune et contraignante. Donc dire qu'on donne les clés au marché alors qu'on veut modifier notre loi fondamentale, c'est quand même un peu osé. Mais ce que je dis, c'est que on a perdu en fait un temps de malade. Il est vraiment, je veux dire, maintenant ça suffit de faire cette confiance au marché. Je pense que le PS ne rejette pas le système d'échange des quotas d'émissions. Donc, pour bien comprendre, c'est permettre aux entreprises donc qui ont dépassé leur quota d'émissions CO2 de revendre aux entreprises qui sont en dessous de la limite des tonnes de CO2. Donc, on est aujourd'hui à 20 € la tonne. Hein. Et là, je vous parle en dehors de crise économique. Il y a une époque où c'était 2 € la tonne que les entreprises se rachètent. L'idée, ce serait de demander aux entreprises d'arrêter d'émettre et de... L'idée, c'est d'imposer des normes contraignantes aux entreprises. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, on parlait du trou dans la couche d'ozone. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, on a mis des normes contraignantes aux entreprises pour interdire certains produits. Et donc, si on n'avance pas là-dessus, on peut continuer dans les petites mesurettes, dans la responsabilisation individuelle, etc., dans la culpabilisation des gens en termes de consommation. On entend parler aujourd'hui d'une taxe carbone. Ce que je vois, moi, aujourd'hui, et ça, c'est la deuxième leçon que je tire de ce mouvement, c'est aussi la convergence des luttes. Il y a des gilets jaunes. Moi, j'ai encore croisé des gilets jaunes... je ne sais plus si c'était mardi ou mercredi, place du Trône, qui viennent en disant effectivement, on veut un changement climatique, mais ce n'est pas aux travailleurs à payer la facture de cette transition climatique, c'est aux grandes entreprises. En Belgique, il y a 300... et au pouvoir public également, d'ailleurs. En Belgique, il y a 300... Vous trouvez que donc les Belges en tant que tels doivent faire aucun effort? Mais les Belges font des efforts. Je pense que les Belges font énormément d'efforts. Ils font beaucoup plus d'efforts que les 300 entreprises qui sont responsables de 40% des émissions de gaz à effet de serre. Yvan Van den Berg. Moi, ce qui me réjouit, c'est que le climat est la priorité des priorités. On en parle tous les jours et c'est pas sur l'immigration que ça va jouer, mais bien sur le climat. Et franchement, c'est une victoire formidable, rien que cela, que les élections vont jouer là-dessus. La deuxième chose, c'est que ce qui se passe au Conseil, le GIEC et tout, c'est pas la fin du monde. La planète survivra, peut-être pas nous. Et c'est en tout cas la fin d'un monde, celui que nous connaissons. Et quand on dit que les entreprises doivent faire des efforts, c'est vrai à 100%. Mais bien sûr que les citoyens, c'est pas qu'ils auront des efforts à faire, il faudra qu'ils acceptent de changer de mode de vie. Ça va être fini d'aller pour un week-end à Venise avec Ryanair, quoi. Et pour ceux qui y allaient pour la première fois, ça va être un peu triste. Mais c'est pas tenable. Et donc, moi, je veux simplement dire, cette priorité, bien sûr qu'il y en a d'autres, mais si celle-là n'est pas remplie, les autres n'ont plus de raison d'être. Donc, c'est vraiment capital. Et donc, je trouve que les jeunes dans la rue, c'est pas mai 68, mais c'est extraordinaire. Quel mouvement incroyable, même s'ils se promènent avec des bouteilles d'eau en plastique et qu'ils mangent un burger. Oui. Justement, juste une petite seconde. Yvan Van den Berg, vous l'avez déjà expliqué ici, vous avez des activités un peu partout dans le monde, très loin surtout. Oui. Vous aidez des populations qui sont en difficulté sur d'autres continents. Est-ce que vous dites aujourd'hui, je vais plutôt prendre le bateau que l'avion? Oui, moi je travaille la moitié de l'année en Indonésie et je n'irai pas en bateau. Ça prend 2 mois pour y aller. Le temps que j'y arrive, je devrais déjà revenir. Mon empreinte carbone, je la connais, je l'ai calculée, je n'ai pas de voiture, je n'ai pas de télévision, etc. Mais quand même, effectivement, je réfléchis, est-ce que je ne pourrais pas plutôt y aller 2 fois par an, essayer de le faire en une fois pour n'avoir qu'un vol. Donc il faut compenser ces émissions maintenant. Donc il y a des systèmes qui permettent de compenser. Oui, mais il suffit de payer. Et on peut les revendre, comme disait Mathilde El-Bakri, ça marche pour les entreprises. Des permis de polluer au niveau de l'Union européenne. Mathilde El-Bakri, je vous ai coupé. Mais oui, mais ce qui est absurde, parce que vous parliez de l'empreinte carbone et des efforts que les citoyens doivent faire, c'est qu'aujourd'hui, ça coûte
moins cher d'aller en Espagne ou dans le sud de la France en avion qu'en train. Bien sûr. Pourquoi ? Aussi parce qu'on a privatisé le rail et qu'on subsidie le kérosène. Donc ça, c'est de la pure folie. Je veux dire, il y a un moment... On ne subsidie pas, mais on ne le taxe pas. Il n'y a pas de TVA sur les billets d'avion. C'est quand même une concurrence déloyale par rapport au train. Mais donc, il y a un moment, il y a des mesures structurelles à prendre. Mais il faut aussi être clair pour les gens qui nous suivent. Vous êtes pour un billet d'avion plus cher ? Oui. Je suis, je suis surtout pour un billet de train moins cher. Oui, mais ça c'est plus facile à dire qu'à faire. Taxer des billets d'avion pour qu'ils soient plus chers, c'est assez simple. Non, parce que les prix, mais les faire prix que le train soit moins cher, il faut qu'il y ait suffisamment de trains aussi. Les prix du train, ils sont artificiellement élevés. On ne paye pas le prix vérité du train. En Chine, par exemple, ils ont réintroduit les trains couchettes. Donc oui, ça prend peut-être un peu plus longtemps pour aller dans le sud de la France, mais c'est des trains confortables où je mets pas, je sais pas le temps pour aller jusqu'à Marseille. C'est 4, 5, 6 heures. Mais oui, je mets toute une nuit avec une empreinte écologique du coup qui diminue de manière conséquente. Julien Tenal, je vous laisse conclure là-dessus. Non, mais très clairement, il faut taxer le kérosène et il faut taxer avec une vraie TVA les billets d'avion. C'est en effet complètement insensé qu'on puisse partir pour 18 € à Barcelone avec un avion. Donc voilà. Mais à côté de ça, il faut en effet soutenir le secteur du rail. Je suis tout à fait d'accord avec ma camarade. Alors, on a beaucoup glosé sur les voitures de société, sur leur suppression à l'occasion d'une étude notamment destinée à objectiver le rôle et le comportement des gens qui avaient des voitures de société. Débat très animé dans M cette semaine, d'un côté le patronat bruxellois et de l'autre le chercheur à la base de l'étude. Si les employeurs veulent attirer des talents, certains profils, on doit avoir la possibilité de payer les employés. Et donc, c'est normal, vu que les impôts sur les salaires et les coûts des salaires en Belgique sont très élevés, qu'on a le système d'avantages de toute nature. Donc, est-ce que c'est injuste ? Je ne sais pas, c'est la réalité d'aujourd'hui. Mais si, encore une fois, le voiture de société pour les employeurs, ce n'est pas un fétiche. Nous sommes prêts à discuter, mais on doit avoir le débat fiscal. Le problème, quand même, c'est que tous ces mécanismes ne concernent toujours que les revenus les plus élevés. On continue à s'occuper des 3 derniers déciles. Alors, Yvan Vandenberg, là-dessus, sur les voitures salaires. Oui, c'est ça. Si on parle de voitures de société, moi, j'ai rien contre les voitures de société et les camionnettes de société. Non, c'est les voitures salaires. On n'aurait jamais dû faire ça. Alors, le retirer, c'est des avantages acquis, ça fait partie, effectivement, du salaire. Si on vous retire ça, qu'est-ce qu'on donne à la place, quoi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on doit arrêter de discuter. Il faut maintenant vraiment dire, c'est fini, les voitures, dès à présent. Il n'y en aura pas des nouvelles. Et pour le reste, il faut d'autres choses qui peuvent être données, d'autres choses qui ne sont pas sujettes à la taxation comme les salaires, comme par exemple des interventions dans les frais de transport, mais aussi par exemple des personnes qui voudraient revenir habiter à Bruxelles, où les loyers sont plus chers qu'ailleurs. Si on intervient dans leur loyer, ils reviendront à Bruxelles et ils n'auront plus besoin de voiture de société. Vous dites la même chose que Bessie, le patron bruxellois, dit ça aussi. Je suis désolé, c'est la première fois de ma vie que je suis d'accord avec eux. C'est une idée qui fait son chemin, mais dans le budget mobilité aussi. Oui, dans le budget mobilité, on peut mettre pas mal de choses. Qui est prévu. Et c'est clair qu'on dit de décisions à prendre rapidement. Et en effet, il y a intérêt, parce que même si on estime que c'est écolo qui est le plus proactif en la matière, qui est le plus clair sur la volonté d'interdire, même eux, finalement, parlent d'une réforme à au moins 5 ans, à cause des contrats de leasing et de la difficulté. Et ils se basent sur ça, sur l'Allemagne qui avait fait une réforme aussi dans le même genre. Donc c'est clair qu'il faudra prendre une décision assez vite pour sortir du système à la fin de la législature. Oui, Mathilde Bacry, là-dessus, au PTB, on veut supprimer les voitures de société, les voitures salaires. Comment ? En fait, oui, on veut les supprimer parce que c'est un moyen pour les sociétés, d'ailleurs, le patron de Bessie le dit très bien, d'échapper à l'impôt et aux cotisations sociales. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que par an, c'est un manque à gagner de 2 à 4 milliards pour l'État. Mais ma question, ça j'ai bien compris. Pourquoi vous voulez les supprimer ? Mais comment vous allez les supprimer ? Très bonne question. Comment on va y arriver ? Aujourd'hui, il y a un match entre justement les voitures et les transports en commun. Donc, soit on décide de tout mettre pour ce switch modal, donc vraiment de passer, de motiver les gens à abandonner leur voiture pour prendre les transports en commun. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on aura besoin d'investissement.
Ça veut dire plus de transports en commun, ça veut dire des transports en commun de qualité. Et vous le savez aussi, ça c'est une revendication du PTB. La gratuité des transports en commun pour réussir ce match. C'est ce que Dunkerque a fait. Donc il y a plusieurs ingrédients. Il n'y a pas de match pour le salarié. Celui qui perd l'équivalent de sa voiture à 500 €, qu'on lui donne un abonnement mobile, il ne va pas l'accepter comme ça. Mais on peut très bien imaginer premièrement, qu'en échange, les entreprises payent l'abonnement annuel pour les travailleurs et surtout qu'en fait, quelque part, ils y perdent sur leur salaire indirect. C'est quelque chose qui n'est pas taxé, la voiture de société. Donc, Oui, alors Julien Uttendal, comment le PS envisage de faire ce changement en matière de voiture salaire? Donc, c'est une triple ineptie, et ça, je crois qu'on est plus ou moins tous d'accord, sur le point de vue environnemental, de la qualité de l'air, d'un point de vue social aussi, parce que ce sont les plus riches qui en profitent et ça coûte 2 milliards. C'est aussi principalement intéressant, c'est principalement des hommes qui en profitent. Et enfin, au niveau de la mobilité, je crois qu'on est tous victimes. Alors, on doit en sortir. On ne peut pas le faire du jour au lendemain. Donc, il faut faire, comme on dit dans le jargon, un phasing out. Il faut sortir progressivement. Alors, il y a des choses qu'on peut, à mon avis, faire plus rapidement. Je pense notamment à la carte essence. La carte essence, ça déresponsabilise le conducteur. Et donc, parce qu'il va tout simplement être incité à consommer supprimer et à la conduire carte plus. essence. Donc, la carte essence, on peut l'échanger contre du salaire poche. Ensuite, le travailleur, lui, aura l'opportunité... de consommer moins et donc de rouler moins, ce qui est déjà une bonne chose. 2, il sera incité à faire du covoiturage, voire utiliser autrement son argent. J'ai un ami, il a reçu une voiture de société, il n'en a pas envie, il est obligé. Donc déjà, si on peut offrir une opportunité, une alternative avec un budget mobilité, au lieu que de parfois... Mais il existe ce budget mobilité. Oui, mais toutes les entreprises que les salariés n'en veulent. Enfin, il y a 20% qui en veulent. Là, il est tout récent, on va voir comment... Tout à fait. Mais donc, l'objectif, c'est d'en sortir. C'est d'en sortir dans un délai raisonnable. En effet, il y a des contrats de leasing, il ne faut pas être complètement fou et casser tout du jour au lendemain. Mais in fine, il faut que le travailleur n'y perde rien avec un vrai salaire poche en compensation ou un budget mobilité. Et en effet, très bonne idée de soutenir que les gens s'installent à proximité de leur logement. Ce serait une bonne chose par ailleurs pour Bruxelles. Hamza Belagbi. Très très brièvement, je pense qu'il faut savoir que la qualité de l'air à Bruxelles, c'est un scandale de santé incroyable. Donc moi je ne comprends pas quand j'entends qu'il faut y aller un peu pas par pas. La situation est tellement scandaleuse qu'il faut un minimum de courage politique. Le courage politique, c'est 2 minutes, comme dirait l'autre. L'État, la région, pour le coup, pourrait jouer un rôle qui lui sera... les générations futures lui seront reconnaissantes. C'est en fait légiférer sur une question de... OK, on interdit les voitures de société et on... Oui, mais qu'est-ce que vous faites par rapport au salaire net qui est perdu ? Il n'est pas perdu. Les entreprises le payent et il sera taxé comme le travail en Belgique. Ce qui fera aussi le plus de recettes. Et sera plus de le salaire net devient un salaire brut, c'est ça que vous dites? Oui, bien sûr. Bien évidemment. Parce qu'en fait, la réponse de Bessie à ça, c'est de dire maintenant, on va prendre tous des voitures vertes. Et alors, votre argument de la pollution, évidemment, n'est plus le même. Donc, je crois qu'il... Enfin, il faut. C'est un problème. Il faut arrêter de parler de voitures propres ou de voitures zéro émission. Une voiture n'est jamais zéro émission. Donc ça, il faut arrêter de communiquer comme ça, c'est dangereux. Mais comme pour le climat, on oublie quand même, comme pour la loi climat, qu'on va se retrouver, après que c'est une décision au niveau du gouvernement fédéral, où il y a des partis flamands qui ne sont pas du tout. Maintenant, à Bruxelles, on a d'autres solutions, et notamment la taxation kilométrique ou un péage urbain qui permettrait aussi à un moment de moduler la circulation à Bruxelles, ce qui pourrait être une alternative, voire complémentaire d'ailleurs, par rapport à la fiscalité sur les voitures de société. Mais là aussi, alors, mais c'est pas sur les voitures de société. Aller aussi sur des transports en commun qui soient un petit peu plus développés si on veut mettre une taxation au kilomètre. Ça, on investit massivement. Alors, c'est jamais parfait, mais on investit quand même massivement dans les transports publics à Bruxelles. Pas que dans Bruxelles aussi. Il faut le dernier mot, laisser sa voiture en extérieur. Mais je suis d'accord avec le pas que à Bruxelles. D'ailleurs, c'est une de nos propositions aussi. C'est la gratuité du train en fait entre le lieu du domicile et le lieu du travail. Très bien, je vous propose à présent de passer à notre rubrique tête d'affiche. Alors je vous propose à tous les deux une galerie de portraits, 4 portraits qui ont marqué l'actualité. Vous en choisissez un qui vous inspire en bien ou en mal. Et on commence par Julien Uttendal avec Stéphane Roberti, le bourgmestre de Forêt, qui veut garder sa prison à Forêt. Hélène Rollès, la star de la chanson, en Chine surtout. Agnès Varda, la réalisatrice bruxelloise décédée ce vendredi à 90 ans. Et André Dubus, le député CDH qui renonce à se présenter. Tiens, comme Joël Milquet. Alors, qui choisissez-vous? Stéphane, Hélène, Agnès ou André? André.
Votre collègue André. Oui, parce que j'ai pu travailler sur toute une série de sujets avec lui. C'est un vrai progressiste. On a énormément travaillé sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Ce sont toutes les questions liées aux toxicomanies lourdes. Et c'est vrai qu'au CDH, ça n'a pas été simple au départ. Il a réussi à persuader son parti que c'était la bonne chose à faire, d'installer des stéribornes, donc des bornes qui échangent les seringues, d'installer des salles de consommation à moindre risque. Et honnêtement, sans lui, le projet que je défendais n'aurait peut-être pas pu passer. Donc je le remercie et je lui rends hommage. Donc vous êtes triste qu'il s'en aille en fait. Oh, je suis sûr qu'il y aura plein de nouvelles personnes de qualité au CDH lors des prochaines élections. On verra qui sera élu. Alors, vous, Mathilde El Bakri, j'en propose 4 autres. Nadia Mourad, la prix Nobel yézidi honorée à Bruxelles, mais au Parlement flamand. Alex Vizorek, choisi pour présenter les Molières le 13 mai. Le joueur d'Anderlecht, Onyen Vranies, qui a passé une nuit en cellule pour une histoire de papier. Ou encore Cassandra Bodard, la Belge ex-djihadiste, bloquée en Syrie, mais qui veut revenir en Belgique. Alors, Nadia, Alex, Onyen ou Cassandra? C'est difficile. Je dirais Alex pour le côté de promouvoir un peu nos Bruxellois et l'humour aussi et nos talents bruxellois. Oui. Vous lui faites confiance, vous bien présenter les Molières, c'est ça? Oui. Bon, mais très bien. Est-ce que... Et pour la petite touche culturelle, oui, pour la petite touche culturelle, ça c'est une bonne idée. Surtout en plein week-end. Alors, je vous propose maintenant 5 infos qui ont fait la semaine. Et vous allez me dire celle qui vous a ravi ou qui vous a peut-être énervé. Vous avez la même liste tous les deux. La première, c'est la laïcité organisée qui a fêté ses 50 ans, la fin du changement d'heure qui se fera en 2021, l'ULB et la VUB qui veulent une école bilingue, Van Parijs et Lipton à Bruxelles, c'est fini, et la FGTB qui refuse l'accord interprofessionnel. Alors, que choisissez-vous? On va commencer par vous, Mathilde El Bakri, parmi ces 5 infos. 5 infos, pardon. La FGTB qui refuse l'accord interprofessionnel, moi j'ai envie de dire je comprends parce que c'est une question de répartition des richesses. Donc on sait que le gouvernement veut bloquer les salaires et ici on a une organisation syndicale qui a le courage de dire ok, on vaut mieux que ça. On sait que d'un côté les cadeaux aux entreprises, les fuites fiscales, etc. c'est un coût énorme pour la société. On est à plusieurs milliards d'euros par an. Et donc, à un moment, dans une société où on produit de plus en plus de richesses, il y a une question de répartition salariale qui nous semble évident. Et pour terminer là-dessus, ça c'est une de nos propositions au PTB, c'est le salaire minimum à 14 € pour permettre à tout le monde de vivre dignement, de terminer le mois. Enfin, l'idée, plutôt que de donner des éléments du programme du PTB, c'est de dire que vous étiez d'accord avec la FGTB qui a bien fait de refuser l'accord interprofessionnel. Et vous, Julien Tondal? La laïcité parce que c'est une des raisons de mon engagement politique. Depuis toujours, je pense que la laïcité, c'est une chose importante justement pour protéger aussi l'exercice des cultes. Et donc, je resterai envers et contre tout un grand défenseur de la laïcité. Alors, il y a une info, je ne sais pas si vous l'avez vue, mais qui était très importante. Je vais vous la montrer en image. C'est le roi Philippe qui est allé en Corée. Et il a fait du sport là-bas, et il a fait du taekwondo. Donc il est arrivé à vraiment faire quelque chose d'assez extraordinaire. Vous allez voir, rien qu'avec sa main. Des ceintures noires. Et voilà, tac, et voilà. On peut dire quand même qu'on a un roi très sportif. Et il l'a montré donc en Corée du Sud avec cette démonstration de taekwondo. J'espère que vous êtes très fier du roi, Mathilde El Bakri. Vous êtes royaliste, Mathilde El Bakri. Avec un prénom pareil. Non. Non. Pourtant, et Julien Tondal? Il faut vraiment poser la question. Oui. On peut se séparer de ce qu'on pense pas aussi. Non. Là, sur ce point-là, on est tout à fait d'accord. Il veut renier directement. Alors, on va parler un peu des élections, en dehors des chaises musicales au CDH. Peut-être si vous avez un mot à commenter sur les chaises musicales du CDH, vous pouvez. Mais sinon, je voudrais vous... pas sur... Les ambulances. Sur l'ambulance. Alors, je voudrais vous montrer un clip fait par un candidat du CDNV à Bruxelles. C'est un clip étonnant. Donc, voilà ce qu'il dit. À Bruxelles, tout va parfaitement bien. Nous vivons dans la plus belle, la plus sûre, la plus propre ville du monde. Bruxelles, où tout le monde est parfait bilingue et où la pauvreté et le chômage ne sont vus qu'à la télévision.
Aujourd'hui, c'est un fantasme. On peut en rêver ou y travailler. Je suis Benjamin Dalle, je suis candidat au CDNV. Donc l'idée, c'est de dire qu'à Bruxelles, rien ne fonctionne, mais si j'arrive, ça ira mieux. Un commentaire sur ce type de campagne? Est-ce que vous allez faire des spots télé comme ça, Julien Tondal? Je pense pas. Moi, je m'occupe de la cuisine. Je cuisine chez les citoyens. Ouais. Mais non, mais par rapport à ce qu'il dit... Attendez, vous cuisinez chez les citoyens, ça veut dire quoi, ça? J'ai lancé un projet qui s'appelle Cuisinez-moi, et donc je vais chez les citoyens. Alors, ils invitent quelques amis, parce que sinon ça prend un peu de temps pour 2 personnes. Et je cuisine chez eux, et ils me cuisinent sur la politique en échange. Et c'est vous qui amenez les victuailles? Ah non, moi, j'amène rien du tout. Dépenses électorales obligent, donc je me fais nourrir en plus. Oui, c'est vous qui préparez quand même. C'est une manière plus conviviale de discuter politique, et ça marche très très bien. Vous faites des crêpes avec Elio aussi Non, j'ai fait des crêpes flambées. D'ailleurs, il y a des stories sur Instagram si vous voulez les preuves. Et vous, Mathilde Bacri, qu'est-ce que vous pensez de ce type de communication sous forme de vidéo un peu choc? Moi, j'ai un peu du mal avec... voilà, surtout quand ça vient d'un parti... CDNV. Le CDNV. Je pense que oui, Bruxelles est une ville magnifique dans son... sur plein d'aspects. C'est une ville multiculturelle, etc. Mais c'est surtout une ville qu'on mérite qu'on investisse dedans. Donc, on a parlé tantôt du transport en commun. Un petit mot peut-être sur l'enseignement. Tantôt, il y avait la question sur lancer une école multilingue, enfin trilingue, même pas bilingue. Ça, c'est une de nos priorités à Bruxelles. C'est vraiment de promouvoir le bilinguisme. On est un parti national, on est un parti bilingue. C'est quelque chose qui est possible. Il y a des études qui le montrent qu'au bout de 6 ans, on peut former à Bruxelles des enfants bilingues. Si on a vraiment... Donc, allez, nous, ce qu'on prône, c'est la méthode de l'immersion, donc d'avoir certains cours qui sont donnés en néerlandais, certains cours qui sont donnés en français. Vous êtes quand même doué pour nous. Chaque fois, nous mettre une petite ligne du programme du PTB. Comment ça se fait que le PTB vous a mis en place de sacrifier 8e à la Chambre et vous a pas laissé une place au régional? Vous étiez élu. Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi c'est une punition? Je fais ça tellement bien, question du maths. On va donner un nouveau défi pour les prochaines années. C'est très bruxellois en fait de se flageller comme ça. C'est dommage. Moi, j'aime pas sans dire que tout va bien à Bruxelles, mais on l'a vu quand il y a eu les tunnels, c'était l'incurie bruxelloise. On voit que toutes les infrastructures construites dans ces années-là se cassent la gueule à peu près partout en Europe. Mais soit quand il y a un débordement sécuritaire, c'est parce que Bruxelles est une horrible métropole criminogène, alors que les mêmes faits, quand ils se déroulent à Anvers, ne sont pas la même. Et c'est vraiment dommage, mais bon, les Bruxellois participent à cela aussi, à ce côté. Rien ne va chez nous. Tout le monde a l'air d'accord avec vous. On va passer à notre sujet suivant, du désespoir. Cette semaine, quand même, on va parler un peu de désespoir à Bruxelles, malgré tout, avec un homme qui a tenté de s'immoler devant le palais de justice et un autre qui s'est réfugié tout en haut d'une grue, dans l'indifférence complète, il faut bien le dire. Reportage Marine Hubert, Marjorie Fellinger et Thierry Duboquet. Une grue qui tourne à nouveau dans le ciel et des ouvriers au travail. Le chantier de la rue Hollen reprend son cours. La nuit dernière, vers 3h du matin, les forces spéciales de la police fédérale ont délogé l'homme algérien de 48 ans. La nuit venue, la fatigue étant ce qu'elle est, les forces spéciales ont évidemment attendu le moment le plus propice pour essayer de déloger cette personne sans évidemment risquer, et c'est bien là le but essentiel de ce type d'intervention, c'est sans risquer évidemment la vie à la fois de cette personne et également évidemment des intervenants. Actuellement détenu au commissariat central de Bruxelles, il sera renvoyé prochainement en centre fermé. Contacté par téléphone, l'Office des étrangers nous confirme qu'il est en séjour illégal depuis 2014. Hier soir, nous avions réussi à entrer en contact téléphonique avec lui. Yassine nous avait expliqué qu'après 6 ans de galère administrative, il obtient une carte orange en 2009 et pense que sa situation se régularise enfin. J'ai réussi à faire l'école de français, l'école néerlandais, j'ai fait aussi l'école d'art et métier. J'ai fait l'électricité et j'ai fait la demande de permis de travail auprès du ministère du Travail. Ils l'ont accepté. Et puis, en 2014, ils m'ont envoyé au Marktplatz. Tu connais Marktplatz? Donc en centre fermé. Voilà. L'Office des étrangers étudie en ce moment le dossier de Yassine. Si aucune procédure légale ne l'en empêche, l'Office prendra contact avec les autorités algériennes pour organiser un rapatriement forcé.
Alors, Hamza Belakbi, on n'a pas de nouvelles de cette personne. L'Office des étrangers n'a toujours pas donné sa décision. Mais c'est quand même dramatique d'en arriver à ce point, soit de s'immoler, soit de vouloir, de risquer de se jeter du haut d'une grue. Je pense malheureusement que les sans-papiers sont toujours les grands oubliés des programmes politiques, parce que je pense que il y a eu en Belgique des vagues de régularisation et des études sont faites, les académiques travaillent pour montrer que c'est une externalité positive parce qu'ils travaillent, ces gens ils contribuent, donc fiscalement c'est intéressant. C'est pas pour ça qu'il faut le faire, parce qu'on a signé des conventions de droits humains et qu'il faut s'occuper des gens sur le territoire, et d'autant plus que moi je pense, on est avec des députés de partis de gauche aujourd'hui. Heureusement que le ministère du Travail à la région lui a donné le permis du travail, c'est que ça a bloqué au niveau de l'Office des étrangers. Donc là, le cas ne permet pas de faire le procès aux partis de gauche qui sont un peu plus en majorité à Bruxelles. Pas cette fois-ci en tout cas. Donc d'autant plus qu'on attend plus de ces partis-là, entre guillemets, de pousser cette question au centre de revendications, parce que c'est des violations des droits humains sur le sol d'un pays qui se veut un état de droit. Donc c'est une urgence humaine incroyable qu'il faut résoudre rapidement. Est-ce qu'il faut une campagne de régularisation après les élections du 26 mai ? Donc, comme le dit Hamza, il y a toute une série de personnes, et c'est un nombre qui n'est pas négligeable, à Bruxelles, qui sont en fait intégrés, qui ont un emploi, qui ont un logement, qui payent en effet certaines taxes, mais qui n'ont pas ce statut de citoyen. Et ça, c'est en effet un problème. Et nous, par contre, je ne suis pas d'accord quand on parle de programme politique. Dans notre programme politique, on parle en effet de la question de la régularisation. En effet, on doit aller vers ça, parce que ces personnes-là, elles vont rester encore combien de temps dans cette situation de désespérance ? Donc, on doit aller vers la régularisation avec des critères qui sont clairs, des critères qui sont objectifs. Mais à côté de ça, il y a aussi toutes les questions de l'accueil, les questions des procédures, parce qu'on a organisé de manière artificielle des files. Et je suis pas là pour faire le bilan de la région, mais honnêtement, et c'était pas nos compétences, on a fait ce qu'on a pu pour trouver des bâtiments, pour trouver des lieux d'accueil, pour financer la plateforme citoyenne, le hub humanitaire. Donc on a fait ce qu'on a pu, mais c'est clair que c'est au niveau fédéral que ça doit se faire, mais on pouvait pas ne rien faire non plus, vu la détresse sociale de toutes ces personnes. Et chez vous, Mathilde El Bakri, aussi une régularisation complète ? Ce qu'il faut effectivement, c'est des critères clairs et objectifs. Contrairement à aujourd'hui, on est dans l'arbitraire le plus total. Et donc les drames qu'on a encore vus cette semaine, c'est pas la première fois que ça arrive. On en a tous les ans. Et ça montre surtout l'hypocrisie. Hamza l'a dit, par rapport à des gens qui travaillent ici. Donc on estime en tout cas à 70-80 000 personnes qui travaillent ici, qui vivent ici et donc qui forcément travaillent au noir. Qui sont exploités de surcroît. C'est une forme d'esclavagisme moderne. Ils travaillent à 4-5 euros de l'heure dans des boulangeries, dans des... Mais non seulement ils sont exploités, mais en plus ça crée en fait une concurrence avec les travailleurs réguliers. Ça crée en fait un dumping social pour tirer les conditions de travail vers le bas, avec des personnes qui sont ultra précarisées, qui ne peuvent même pas porter plainte. On l'a vu encore... Donc il faut plus d'inspection sociale sur les lieux de travail pour vérifier là où il y a fraude. Oui, des contrôles et des sanctions si on se rend compte qu'il y a des entreprises qui embauchent au noir, surtout quand on sait que ça arrive aussi dans le secteur public, qui sous-traitent. Donc on se souvient le cas de Mounir Tahiri, qui travaillait en fait pour un sous-traitant du foyer Antolectois, qui n'avait plus été payé depuis 4 mois, et c'est grâce à la mobilisation de la CSC, des travailleurs avec ou sans papier qu'il a réussi, il a osé en tout cas porter plainte. Même. Oui, c'est ça aussi le problème, c'est évidemment quand on est sans papier, on n'ose pas. Mais on n'a aucun outil, on est complètement désarmé. Oui, parfait. Je vous propose de passer à notre dernier sujet, c'est le Brexit. Normalement, c'était ce vendredi, c'était hier, ça devait se passer, le Brexit devait avoir lieu, mais ce sera sans doute finalement le 12 avril. Au plus tôt. Entre-temps, 1000 Britanniques bruxellois ont opté pour la nationalité belge. Reportage Bernard Denuy et Nicolas Kenhardt. Kylene est écossaise et vit à Etterbeek depuis 2005. Face à une situation qu'elle qualifie de catastrophique, elle a demandé la nationalité belge il y a quelques mois. Depuis juin 2016, on essaye d'espérer que ça ne va pas se dérouler, qu'on ne va pas dépasser la falaise, que les lâches de notre gouvernement, ces gens, ils vont finalement faire quelque chose et revenir sur une réalité. Depuis cette semaine, j'avoue que je suis un peu atteinte par l'angoisse Brexit qu'on a tous, parce que
vu ce qui se passe, on va sortir le 12 avril. Suzanne, elle vit à Bruxelles depuis 1983. Elle vient tout juste de demander la naturalisation, car lors du référendum, elle n'a pas eu le droit de vote. Aujourd'hui, elle ne se voit pas vivre ailleurs. Je pourrais avec beaucoup de difficultés déménager, aller travailler ou habiter autre part dans l'Union européenne. Je ne souhaite pas du tout retourner en Grande-Bretagne, parce que bien que je sois britannique, toute ma famille, etc., est ici. Je suis ici depuis plus de la moitié de ma vie. Depuis juin 2016, au total, ils sont plus de 1000 Britanniques bruxellois à avoir obtenu la nationalité belge. C'est à Ixelles, Uccle, Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-Saint-Pierre qu'ils sont les plus nombreux. Pour les ressortissants britanniques sans la nationalité belge, l'Office des étrangers prévoit une approche favorable. En ce qui concerne le droit de séjour des ressortissants britanniques, la Belgique a choisi de préserver au maximum leur droit de séjour, ainsi que celui des membres de leur famille. Comme Suzanne et Kailing, de nombreux Britanniques appréhendent les relations à venir entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Ce vendredi, le gouvernement britannique présentera l'accord de divorce pour la 3e fois. Si l'accord est à nouveau rejeté par les députés, Londres aura jusqu'au 12 avril pour présenter une alternative. Alors Vanessa Lullier, cette saga du Brexit, c'est assez incroyable. C'est-à-dire que ça commence à être très légèrement compliqué, on va dire ça comme ça. J'aimais beaucoup le crawl qui est paru dans le soir de ce vendredi avec justement tous les Européens qui regardent et puis il y a un trou à la place de la Grande-Bretagne et c'est est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe? Et ils sont tous là dans ce trou en disant non. Je crois que tout le monde est un petit peu effectivement maintenant dans ce cas-là. On va essayer de jouer justement, Theresa May essaie un peu de jouer la montre en proposant sa démission aussi pour qu'il y ait quand même quelque chose qui se passe, mais on voit bien que finalement ils sont arrivés dans un imbroglio assez incroyable. Pauline de Glume. Ben oui, on voit qu'il y a en effet une situation catastrophique, mais contrairement à ce qu'on aurait pu penser il y a quelques années, elle n'est pas du côté de l'Europe, elle est vraiment du côté de la Grande-Bretagne. Et mais c'est vrai un peu que des deux côtés quand même. Oui, c'est quand même eux qui sont quand même empêtrés. Nous, finalement, on attend de voir. Et je pense que ces citoyens qui prennent la nationalité belge ici en Belgique, c'est parce qu'ils voient justement ça. Je trouve que le signal est intéressant pour les autres partis aussi, que ça pourrait tenter de se dire ben voilà, l'Europe, il faut. Il n'y a pas que des avantages, et ce côté on y est un peu, mais pas complètement, ben, ça pourrait en calmer. Moi j'ai une bonne image de l'Angleterre, c'est vous savez ce chat qui veut toujours sortir pour aller dans le jardin, et puis alors en fait dès qu'il est dans le jardin, il veut rentrer à l'intérieur. Ça marche tellement bien qu'il y a une ministre française qui avait dit comment elle s'appelle, Mathilde, je ne sais pas, qu'elle avait appelé son chat Brexit et les gens y ont vraiment cru et ça a été viral sur Facebook. Yvan Van Notberg. Oui, mais les Anglais nous avaient habitués en diplomatie à autre chose. On est un peu surpris de voir comment ça se passe, ou plutôt comment ça ne se passe pas. Les Anglais eux-mêmes disent, mais on ne parle plus que de ça. À Londres, on ne s'occupe plus du reste. On ne parle pas de climat. Des problèmes, on ne parle pas de climat, on ne parle pas de tout ça. Et moi, il me semble qu'il y a sûrement de bonnes raisons pour que ça ne se fasse pas, mais si on devait faire aujourd'hui un deuxième référendum, c'est évident que les Anglais demanderaient à rester dans l'Europe. Moi, j'en suis persuadé. Alors, qu'est-ce qui empêche de faire ça? J'en sais rien. Mathilde El-Bakri, est-ce que Bruxelles a pris la balle au bon? Parce qu'on a eu une société qui est venue s'installer. La Lloyd est venue s'installer à Bruxelles. Mais depuis lors, c'est plutôt des entreprises qu'on ferme qu'on voit à Bruxelles plutôt que des entreprises qui s'installent. Est-ce qu'il fallait un peu mieux attirer les Anglais ici? Je sais pas, je trouve que ça dénote surtout qu'on est déjà comme des vautours autour des restes d'un cadavre. Moi, je trouve que le Brexit, ça doit surtout être un signal, en fait, contre une Union européenne qui n'est plus tenable pour les gens. Enfin, une Union européenne de la concurrence, de la flexibilisation. Il faut quitter l'Union européenne, alors? Je ne dis pas qu'il faut quitter l'Union européenne, je dis justement qu'il faut changer. Non, il faut changer profondément. Non, parce que si on ne veut pas un deuxième, un troisième, un quatrième Brexit, c'est aujourd'hui qu'on doit prendre ce signal très au sérieux et changer fondamentalement l'Europe pour en faire une Europe de la solidarité, une Europe de la coopération. Parce que, vous savez, alors après, on peut le retourner dans tous les sens, que les Anglais ont mal voté, etc. Je pense que les travailleurs britanniques, ils savent ce qu'ils ont vécu dans leur chair. C'est le détricotement de leurs droits sociaux, c'est la flexibilisation de leurs conditions de travail, c'est tirer vers le bas des salaires au minimum. C'est pour ça, vous croyez qu'ils ont voté pour le Brexit? Parce que plutôt à ce moment-là, c'était plutôt la peur des étrangers qui arrivaient en Grande-Bretagne. Oui, mais ça n'a rien à voir avec les politiques européennes. Parce que quand on crée, bien sûr que si, quand on crée des conditions tellement mauvaises pour l'ensemble de la classe des travailleurs, quand on les met en concurrence avec des travailleurs étrangers qui sont sous-payés,
Quand on accentue le dumping social, bien sûr qu'on crée le terreau favorable à l'extrême droite, au racisme, à des solutions extrémistes. Et donc oui, les Britanniques, les travailleurs britanniques, ils avaient le choix entre la peste et le choléra, entre une Union européenne libérale de la concurrence, etc., ou une politique ultralibérale au niveau britannique. Et c'est pour ça que l'Europe est extrêmement importante, parce qu'on doit la changer pour en faire une Europe des 99%. Ce que vous dites, parce que ça veut dire qu'en Belgique, ce serait la même chose, qu'ils préféraient choisir l'extrême droite. Mais on est dans une... Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est dans une Europe ultra-autoritaire qui nous impose un carcan de l'austérité, où on oblige les États à dire non, on n'investit plus dans les services publics, on presse les... Je veux dire, la pension, aujourd'hui, on veut nous faire travailler jusqu'à 67 ans, on diminue les pensions des travailleurs. C'est quoi ça? C'est le résultat du diktat de l'Union européenne. Alors, Julien Tendal, je vais réagir à ça. De manière fondamentale, il y a une leçon à retenir de ce long épisode du Brexit. C'est que, à titre personnel, je suis profondément un défenseur de la démocratie représentative. Mais à côté de ça, on doit développer une démocratie participative. Mais les modalités de cette démocratie participative doivent être bien réfléchies. Excusez-moi l'expression, mais il ne faut pas prendre les gens pour des cons. Et donc, leur poser une question à ce point binaire qu'on reste ou on sort de l'Union européenne sans expliquer les tenants et aboutissants, en tombant dans des simplismes, c'est dangereux. Et donc, je pense qu'on va arriver avec des mécanismes de démocratie participative en Belgique, mais on doit bien retenir ces leçons que les modalités doivent être bien réfléchies, parce que les conséquences peuvent être désastreuses, et on le voit là, on a des représentants du peuple qui ne savent plus quoi répondre. Mais c'est d'ailleurs toutes les unes en fait, des journaux britanniques de vendredi étaient sur le fait qu'on avait loupé un moment de démocratie. Parce que même de dire aujourd'hui qu'on va réorganiser un deuxième référendum en espérant que les gens justement qui étaient favorables au maintien de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne se mobilisent et aillent voter, effectivement, du coup, c'est pas logique non plus, même si, à titre personnel, je pense que c'est une erreur de quitter l'Union européenne. Mais là, c'est pas non plus une bonne représentativité. Il y a 3 ans. Il n'y a pas un référendum à géométrie variable. On a parlé sur une question qui est biaisée à la base. Il faut dire qu'il y a eu aussi des consultations en Belgique où on n'a finalement pas fait ce que la consultation avait décidé. Donc, ça fait penser au référendum français de 2005. Oui, mais il ne faut pas aller en France, il ne faut pas aller en Belgique. Il n'y a pas le droit. Voilà. Alors, on va passer à nos coups de cœur. Et Pauline de Glume, on commence par vous. Vous allez nous parler d'un musée. Oui, le MIMA, qui vient d'exploser tous les records là, avec sa dernière expo, mais c'est surtout que finalement ça va faire 3 ans et qu'ils avaient ouvert dans un contexte qui n'était pas au moment évident. Du Brexit. C'était une autre période pour Bruxelles et notamment Molenbeek, la commune où ils se sont mis. Et en fait, c'est un projet privé. Ils ont fait 6 expos, je pense, depuis. Ça fonctionne bien. C'est un beau pari. Il est amplement réussi. Donc c'est une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Alors, vous voulez nous parler, Yvan, d'un livre. Oui, je profite du fait que la revue politique est ici pour les remercier pour l'initiative qu'ils ont prise de publier ce livre d'Ola Magna qui s'appelle « Demain Bruxelles » et qui ne parle pas de climat, parce que les autres en parlaient beaucoup mieux, mais parle de beaucoup de choses. Vous voyez aussi comment est écrit Bruxelles, certains n'aiment pas d'ailleurs, mais donc ça évite de devoir écrire en français, en anglais, en néerlandais. Voilà une manière du Bruxelles de demain qui est nécessairement diversement culturelle. Je dirais aussi ce livre est un livre optimiste sur une vision sur le Bruxelles de demain. Et voilà. Ah oui, je veux dire aussi, ça marche bien, c'est-à-dire qu'en fait, il est déjà épuisé, mais il en reste quand même encore à la librairie Tropisme. Et puis, il faut aussi dire que vous êtes un des co-signataires de Lola Magna. Hein. Oui, oui, mais quand même. Oui. Vanessa Lullier, un peu de rire avec vous. Mais oui, voilà, moi j'ai pris l'habitude de vous emmener rigoler, effectivement. Et donc ce samedi, c'est au Palais 12 que ça se passe. Il y a une initiative qui s'appelle Rire Ensemble. Alors on a retiré ils ont retiré le contre le racisme cette année pour s'attaquer à tout ce qui était également sociétal, harcèlement, être un petit peu dans cette vague MeToo. Et on retrouve des figures bien connues maintenant de la scène bruxelloise, avec notamment Guillermo Guise, Cécile Djunga, PE, on a aussi des Français qui viennent et tout ça est présenté par Cody. Voilà. Très bien. Et voilà, c'est ce soir donc. Et vous nous parlez d'une bière. Oui, une bière qui s'appelle la bière sans pape. Il y a avec, je pense,
une ambrée avec alcool, sans alcool. Et c'est une bière qui est faite par et pour des sans-papiers, pour le logement. Donc, vu l'actualité imposée, l'actualité triste malheureusement imposée, ce choix de coup de cœur. Donc, si vous voulez boire d'une manière socially responsible, allez voir de la sans-pape. Alors moi, je voulais vous présenter un dessin. En fait, on a ici à BX1 un infographiste qui dessine très bien, il fait des belles caricatures. Et donc, je lui proposais de nous présenter son dessin, et ça concerne le Tour de France. Donc, c'est, voilà, vous voyez Philippe Claus qui arrive avec son maillot jaune et qui passe la ligne d'arrivée, qui est une ligne du PS. Donc, c'est Gilles, c'est lui qui a dessiné cela. Il a maigri un peu. Oui, il a vraiment maigri. Franchement, c'est pas correct. C'est pas correct. Je trouve que c'est pas correct que vous pointiez là spécifiquement. Voilà, exactement. Merci Mathilde. Il y a eu aussi des prix à Est, à Knokke-Est, les prix du cartoon, il y a ça chaque année. Et cette année, c'est Johan de Moor qui a remporté ces prix-là avec 2 dessins parus dans le soir. D'abord, ce dessin qui rappelle Bruegel et qui nous présente le parc Maximilien. Et un autre dessin à propos de MeToo, Les hommes savent pourquoi. C'est un beau dessin aussi paru dans le soir. Donc ça, c'est pas mal. Il est arrivé, Johan de Moor est arrivé devant des dessins de Marek et Canard. Mais voilà, félicitations à Johan de Moor, dont les dessins dans le soir, hélas, s'arrêtent le 1er avril, puisqu'il n'y aura plus de dessins d'humour dans le soir, sauf ceux de Pierre Kroll. Alors, du côté des invités, un petit conseil, à part aller rire au Palais 12, Julien Tendal, une idée pour dimanche, une balade à faire? Il va faire beau, donc profitez de nos parcs bruxellois, je crois qu'on en a beaucoup. Et vous, Mathilde Elbakri? Moi, j'ai entendu parler d'un petit concert samedi soir. Donc ce soir, oui. Oui, ce soir, c'est un groupe de percussion, Sismo, qui se produit à la Chapelle. Et je pense que ça va être sublime. Donc si vous êtes libre ce soir... À la Chapelle, à quelle chapelle? Parce qu'il y en a beaucoup des chapelles. Mais la salle de la Chapelle. L'église de la Chapelle. L'église de la Chapelle. Oui, c'est ça, pas la chapelle de Reine-Élisabeth à Waterloo. Très bien, merci à tous d'être venus, merci aux invités, merci aux chroniqueurs. On se retrouve le week-end prochain, donc samedi prochain, pour un autre numéro des experts assez exceptionnel avec une non-politique, une jeune de Youth for Climate et un politique. À la semaine prochaine.